Ma copine a rompu avec moi pour me donner une leçon, mais j'ai ignoré et maintenant elle mendie mon attention. Mon ex pensait qu'une relation était comme une carte de crédit, plus tu gagnes, plus elle pouvait dépenser. Le jour où j'ai annulé la limite, elle a annulé notre relation. C'était la seule facture juste qu'elle ait jamais établie. Je m'appelle Elvis, j'ai 27 ans et je suis en couple avec ma copine Lydia, 25 ans, depuis presque 4 ans. Je n'ai jamais écrit quelque chose comme ça, mais je ne sais plus quoi penser et j'ai besoin d'un point de vue extérieur, car je sens que je suis trop impliqué émotionnellement pour voir les choses clairement. Je vais aller droit au but, je ne veux pas de détours inutiles. Ces dernières semaines, ma relation a cessé de ressembler à ma relation. Lydia a commencé à se comporter d'une manière que je ne comprends pas, et cette attitude m'a laissé confus, épuisé et inquiet pour l'avenir que nous étions censés construire ensemble. Lydia travaille comme organisatrice de mariages et d'événements. Je suis architecte. Nous avons des horaires différents, des modes de vie différents, mais nous avons toujours réussi à nous compléter, du moins jusqu'à récemment. Nous vivons ensemble depuis 2 ans dans un petit appartement confortable, avec assez d'espace pour que chacun ait sa propre routine. Dès le début, nous avons convenu de partager les dépenses proportionnellement à nos revenus respectifs, car cela nous semblait le plus juste. À l'époque, nous gagnions pratiquement la même chose, alors nous avons décidé que je paierais 60% et elle, 40%. Cela a fonctionné pendant longtemps sans aucun conflit, mais il y a 3 mois, j'ai reçu une augmentation de salaire. Ce n'était rien d'exagéré, mais suffisant pour améliorer mes économies et penser un peu plus à l'avenir. Cette augmentation a changé quelque chose chez Lydia, et depuis, plus rien n'est comme avant. Je me souviens du jour où je lui en ai parlé. Nous dînions à la maison, quelque chose de simple, des pâtes et une salade. J'ai dit qu'au travail, ils avaient reconnu mes performances sur un projet et m'avaient donné une augmentation. Sa première réaction a été positive, elle m'a félicité, a souri et a dit que je le méritais. Mais cette joie a duré moins de 2 minutes. Dès qu'elle a fini de manger, elle a posé ses couverts sur son assiette, m'a regardé avec une expression sérieuse et a dit « Tant mieux, alors maintenant tu pourras payer 80% des dépenses et moi, 20%. » J'ai cru que c'était une blague. J'ai même ri un peu, jusqu'à ce que je remarque qu'elle ne souriait pas. « Tu es sérieuse ?» ai-je demandé. « Bien sûr. Tu gagnes plus. Cela signifie que tu peux contribuer davantage. C'est logique. » J'ai senti un nœud dans mon estomac. Pas parce que je ne voulais pas l'aider, mais parce que j'avais déjà réfléchi à la façon dont j'utiliserais cet argent. Je voulais économiser pour une maison. Acheter un endroit à nous était un rêve que nous partagions, du moins c'est ce que je croyais. Nous en avions toujours parlé comme de quelque chose qui nous appartenait. « Chérie, ai-je dit calmement, j'aimerais mettre cet argent de côté pour la maison. En plus, je paie déjà plus que toi. Je ne vois pas pourquoi je devrais couvrir presque tout seul. À quoi utiliserais-tu l'argent que tu économiserais si je payais 80%? » Elle a posé ses coudes sur la table et a soupiré, comme si ma question était absurde. « Oh, tu sais, des trucs de fille. Je pense que j'ai beaucoup travaillé et que je mérite un peu de repos et quelques petits plaisirs. D'ailleurs, ces petits plaisirs, tu devrais me les offrir. Ou tu ne veux pas que ta femme soit heureuse? » Je suis resté silencieux pendant quelques secondes, non pas parce que je ne savais pas quoi répondre, mais parce que je ne comprenais pas comment elle pouvait dire cela si naturellement. Lydia n'avait jamais été comme ça, elle avait toujours été responsable, prudente avec l'argent, et quand nous parlions de l'avenir, elle disait qu'économiser était important. « Et si nous voulons quelque chose de sérieux, disait-elle, nous devons économiser tous les deux. Il y aura du temps pour les petits plaisirs et le luxe. » Et là, tout a explosé. Elle a froncé les sourcils et a commencé à dire que j'étais radin, que je ne savais pas profiter de la vie, qu'elle en avait marre de vivre en réduisant les dépenses et que, si je gagnais plus, il était logique que je paie plus. La dispute a duré presque 1 heure et, à la fin, elle est simplement allée se coucher sans rien dire de plus. Les jours suivants ont été un enfer silencieux. Elle me parlait à peine. Quand je lui posais une question, elle répondait par des monosyllabes. Si j'essayais de revenir sur le sujet pour clarifier, elle disait qu'elle ne voulait pas discuter et qu'elle avait déjà clairement exprimé son opinion. Le pire, c'est que chaque fois que j'essayais d'expliquer mon point de vue, elle se faisait passer pour une victime, comme si j'étais un bourreau lui refusant des besoins fondamentaux, au lieu d'essayer de planifier un avenir ensemble. Pendant ce temps, j'ai commencé à remarquer d'autres comportements étranges. Lydia a commencé à acheter des choses dont elle n'avait pas besoin, des vêtements, des parfums, des accessoires,
même de nouvelles décorations pour l'appartement. Ce n'étaient pas des achats énormes, mais fréquents. Quand je lui ai demandé si elle était sûre de vouloir dépenser autant, elle a répondu, irritée, qu'elle méritait de se faire quelques plaisirs et que ce n'était pas mon problème. Sauf que c'était mon problème, parce que nous vivions ensemble et parce que, chaque fois qu'elle dépensait pour des choses inutiles, elle se plaignait ensuite de ne pas pouvoir payer ses dépenses personnelles, insinuant à nouveau que je devrais couvrir davantage. Je sens que la personne que j'ai connue il y a 4 ans n'est plus là. Et le pire, c'est que je ne sais pas si elle a soudainement changé ou si je n'avais tout simplement pas vu qui elle était vraiment. Le point critique est arrivé il y a quelques jours, quand j'ai essayé d'avoir une conversation sérieuse avec elle. J'ai dit que notre relation n'allait pas bien, que son attitude m'affectait, que nous devions établir un plan financier clair, surtout si nous voulions acheter une maison dans un avenir relativement proche. Je ne l'ai pas dit de manière agressive, mais avec inquiétude et amour. Sa réaction a été totalement inattendue. Elle s'est levée du canapé, m'a regardé avec dédain et a dit, « Parfois, je me dis que tu te prends trop au sérieux. Je devrais te quitter pour voir si tu apprends à valoriser ce que tu as. » J'ai cru à une menace vide, une phrase lancée sous le coup de la colère, mais j'avais tort. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, » ai-je répondu. « Exactement ça, » a-t-elle dit. « J'ai le sentiment que tu as besoin d'une leçon. On va voir si ça te fait perdre tes habitudes de radin. » Puis elle a répété, « Une leçon. » Je ne sais pas si elle l'a dit pour me manipuler, par immaturité, ou parce qu'elle croit réellement qu'une relation est une récompense ou une punition qu'elle peut accorder selon mon comportement. Ce que je sais, c'est que cela m'a fait beaucoup plus de mal que je ne l'imaginais. Je lui ai demandé de ne pas dire des choses pareilles, que si elle ne voulait vraiment plus être avec moi, nous devions en parler comme des adultes. Mais elle a insisté. Elle a dit qu'elle ne me quitterait pas vraiment, qu'elle voulait juste me faire peur pour voir si je changeais d'attitude et acceptais de payer davantage. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit, mais chacun tournait de l'autre côté. Le lendemain, elle est partie tôt travailler et ne m'a pas envoyé de message de la journée. C'est là que j'ai commencé à me demander si cela valait vraiment la peine de continuer à me battre pour ça. Je l'aime, oui, mais je commence aussi à voir des signes que je n'avais pas perçus avant, manipulation émotionnelle, immaturité financière et une idée assez déformée de ce que signifie construire quelque chose ensemble. C'est pour ça que j'écris ici. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais été dans une relation aussi longue ni aussi sérieuse. Je ne veux pas prendre une décision impulsive, mais je ne veux pas non plus rester dans une relation qui m'use. Je sais que ça sonne mal, mais Lydia gaspille son argent. Elle dépense sans réfléchir, sans planifier, sans considérer les conséquences. Et quand l'argent ne suffit plus, elle s'attend à ce que je sois celui qui règle tout. Je n'ai pas grandi comme ça. On m'a appris à économiser, à planifier, à penser à l'avenir. Je ne comprends pas comment elle peut être si différente de la personne qu'elle prétendait être au début. Ma question pour vous est simple, mais importante pour moi, est-ce que j'exagère? Est-ce normal dans un couple? Que devrais-je faire? Je ne veux pas que ce post soit une attaque contre elle. Je veux juste comprendre si je suis injuste ou si je perçois réellement des signaux d'alarme. Mise à jour 1. 2 semaines se sont écoulées depuis mon premier post et, sincèrement, je pensais que les choses avec Lydia s'amélioreraient avec un peu d'espace, de communication et de calme. Mais c'est arrivé au contraire. Tout est devenu plus tendu, plus inconfortable et plus épuisant. Je veux vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques jours, car c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti quelque chose se briser entre nous. C'est un exemple parfait de ce que je vis. Depuis que nous vivons ensemble, nous avons une habitude que nous aimions beaucoup, sortir une fois par semaine pour dîner dans un endroit sympa, pas forcément cher, simplement un restaurant où nous pouvions déconnecter, parler de la semaine et sentir que nous avions un vrai rendez-vous sans écran ni distraction. C'était un moment spécial, quelque chose que nous apprécions tous les deux. Cette semaine, quand elle a demandé « Où est-ce qu'on va dîner ce week-end ?», j'ai été content à l'idée de reprendre cette tradition, alors j'ai répondu avec enthousiasme. J'ai dit « Je pensais que ce week-end, on pourrait faire notre rendez-vous ici à la maison, regarder les films en attente, acheter quelques snacks et, pour le repas, j'ai pensé à des Duplo Western Bacon. » C'était préféré, non? Je le pensais sincèrement. Elle adore ses burgers et, honnêtement, j'avais aussi besoin d'une pause financière après la dispute sur l'augmentation et ses demandes constantes. Je pensais qu'elle sourirait ou qu'elle envisagerait l'idée, mais elle a levé les yeux au ciel avec une expression de dégoût. Vraiment, plus un homme gagne, plus il devient radin, a-t-elle dit sans réfléchir.
Les dîners ici à la maison devant un film. Qu'est-ce qu'on est? Des lycéens? Tu as plus d'argent maintenant. Tu devrais me gâter en m'invitant au restaurant Vicentillo, par exemple. Ce restaurant, pour ceux qui ne connaissent pas, est pratiquement le plus cher de la ville. Chaque plat coûte plusieurs fois plus cher qu'un dîner normal. Même un simple dessert y coûte le prix d'un repas complet ailleurs. J'ai répondu calmement, tu sais que ce restaurant est hyper cher, non? Avec ce qu'on y dépenserait, on pourrait sortir 3 fois plus souvent. Elle n'a rien dit au début, m'a juste regardé et a souri comme si elle avait eu une idée brillante. Oh bon, a-t-elle dit, et si on faisait du shopping, alors? J'ai vu quelques robes magnifiques et je suis sûr que tu aimerais me voir dedans. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas du dîner. C'était quelque chose de plus profond. Elle cherchait à ce que je dépense, peu importe en quoi. Chérie, tu sais qu'on économise, non, ai-je répondu. Elle a croisé les bras. Allez, c'est sans frais en plusieurs fois. Tu ne sentiras même pas la dépense. J'ai senti la frustration monter, mais j'ai essayé de négocier la situation. Je ne voulais pas une nouvelle dispute. Pas une autre journée pleine de remarques ironiques et de silences inconfortables. Je sais, ça peut paraître faible. Peut-être que c'était un acte de paillasson, mais j'ai accepté d'aller voir la robe. Je pensais qu'en acheter une pourrait l'apaiser un peu, ou du moins montrer que je ne suis pas fermé à lui faire plaisir de temps en temps. La robe, sincèrement, était magnifique et très chère, mais je l'ai payée. Je ne veux pas mentir, ça m'a fait mal de dépenser cette somme, mais je l'ai fait avec l'espoir de réduire les tensions entre nous. Le problème, c'est qu'elle ne voulait pas une robe. Elle voulait une journée de shopping entière. Dès que nous sommes sortis de la boutique, elle s'est mise à pointer des vitrines, des chaussures, des sacs, des accessoires. Pas de manière détachée, mais avec une intention évidente. Tout était des suggestions déguisées en « ça me plaît » ou « ça irait bien sur moi », mais sur un ton qui laissait clairement entendre qu'elle s'attendait à ce que je paie. C'est là que j'ai posé une limite. J'ai dit, je t'ai déjà acheté la robe. Porte-la d'abord, et ensuite tu verras si tu as besoin d'autre chose. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'offensant. Puis son expression est devenue franchement irritée. Oh mon Dieu, quand vas-tu apprendre à m'apprécier, a-t-elle dit à haute voix, là, au milieu du magasin. Tu es un vrai radin. C'est comme ça que tu me traites en tant que copine? Comment est-ce que tu me traiteras en tant que femme? Tu voudras sûrement que j'achète ma nourriture dans des magasins discount ou au supermarché, c'est ça? Je sais que ça paraît absurde, mais elle était sérieuse, comme si faire les courses au supermarché était une humiliation. J'ai essayé de garder mon calme. Je lui ai rappelé qu'elle avait déjà la robe, que c'était la limite pour l'instant. Et c'est là qu'elle a répondu la pire des choses, il suffit d'utiliser la carte. Dépasse la limite. S'il le faut, tant pis. Tu sais bien comment rembourser après, non? J'ai refusé, évidemment. Et c'est là qu'elle a explosé. Je ne sais pas comment décrire ce qui a suivi. C'était comme discuter avec un enfant de 5 ans. Elle a commencé à pleurer en public de manière exagérée, comme si j'avais fait quelque chose de terrible. Les gens regardaient, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Elle répétait des phrases comme « c'est que tu ne m'aimes pas ». Je suis la seule qui fait des efforts dans cette relation. Pourquoi tu es comme ça avec moi? On va être pauvre toute notre vie. Je me suis senti complètement exposé, pas par honte, mais par cette sensation qu'elle était prête à détruire toute limite pour obtenir ce qu'elle voulait. Peu importait le contexte, les gens autour, mon image, notre relation. Seule comptait l'impulsion du moment. Tout le long du chemin vers la maison, elle a continué à pleurer, pas un chuchotement silencieux ou désespéré, mais comme une lamentation incessante. Chaque phrase semblait conçue pour me faire me sentir coupable, insuffisant, responsable de son bonheur ou de son malheur, jusqu'à ce qu'elle dise enfin quelque chose qui m'a fait réfléchir d'une façon que je n'aurais jamais imaginé envisager. Je ne me fais même plus d'illusions pour devenir ta femme. Quelle vie nous attend avec toi en train de compter chaque centime? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pu. J'avais l'impression que tout ce que je dirais ne ferait qu'empirer les choses. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle s'est enfermée dans la salle de bain sans dire un mot. Je suis resté assis dans le salon en silence, essayant de comprendre à quel moment notre relation en était arrivée là. Je ne suis pas parfait, et je ne prétends pas l'être, mais j'ai toujours essayé d'être responsable, d'avoir une vision de l'avenir, de penser à nous en équipe.
Je ne comprends pas comment c'est devenu un défaut. Je ne comprends pas comment économiser est devenu être radin. Et je ne comprends pas pourquoi Lydia croit que la valeur de notre relation dépend exclusivement de combien je dépense pour elle. Sincèrement, je suis épuisé. Mentalement, émotionnellement et économiquement. Je ne veux pas prendre de décisions impulsives, mais je ne veux plus continuer à vivre dans un environnement où je suis traité comme un distributeur de billets ou comme un obstacle à ses caprices. Chaque jour, je me convainc un peu plus qu'elle franchit des limites qui ne devraient jamais être franchies dans une relation. Je ne sais pas si Lydia traverse quelque chose qu'elle ne m'a pas dit, ou si c'est son véritable caractère qui a simplement mis du temps à se révéler. Mais je commence à me demander s'il a vraiment du sens de rester ici. Mise à jour 2. Je ne pensais pas écrire une mise à jour si tôt, mais ce qui s'est passé ces dernières heures a complètement changé la dynamique de cette histoire. Je suis encore en train de digérer, mais je crois que j'ai besoin de mettre cela par écrit pour mieux comprendre. Lydia a rompu avec moi, comme ça, sans crier gare. Sans discussion profonde, sans intention de réparer quoi que ce soit. Elle a juste pris une valise, on a discuté quelques minutes, puis elle est partie de l'appartement. Mais je vais tout expliquer depuis le début, parce que la façon dont cela s'est passé en dit long sur l'état émotionnel dans lequel nous étions et sur la façon dont notre relation s'effondrait. La journée a commencé comme les autres. Je suis allé travailler, j'ai revu des plans, participé à une réunion, réglé des problèmes sur un chantier, puis je suis rentré épuisé, mais avec l'intention de parler calmement avec Lydia. Les dernières semaines n'avaient pas été faciles, et je pensais qu'on pourrait peut-être trouver un terrain d'entente si on parlait posément. En entrant dans l'appartement, j'ai remarqué un silence étrange. Ce n'était pas le silence habituel de quelqu'un qui se repose ou scrolle sur son téléphone. C'était un silence raide, tendu, comme si l'air était figé. J'ai posé mes clés sur la table et suis allé au salon. Lydia était assise sur le canapé, les bras croisés, fixant la télévision éteinte. Son expression n'était ni triste ni fatiguée. C'était un mélange d'irritation et de détermination. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit sans même me saluer, sans même élever la voix. Je me suis assis face à elle, en gardant une distance prudente. « D'accord », j'ai répondu. « Je pense aussi qu'il faut parler. » Elle a soupiré, comme si elle avait passé des heures à préparer un discours qu'elle allait enfin lâcher. « Je ne peux plus continuer comme ça, Elvis. Je ne peux pas rester avec quelqu'un d'aussi conformiste, d'aussi limité dans sa vision. J'en ai marre de cette vie médiocre. » Ces mots étaient directs. Aucune place pour une autre interprétation. Je suis resté silencieux quelques secondes, essayant de comprendre quelle partie de ce qu'elle disait avait un fondement réel, ou si elle projetait simplement ses frustrations sur moi. Médiocre. J'ai répété. Parce que je veux économiser pour une maison, parce que je veux qu'on contribue tous les deux de façon juste. Juste, elle m'a coupé. Tu gagnes plus que moi. Le juste, ce serait que tu contribues davantage. C'est comme ça que fonctionne un couple. Et en plus, je t'ai déjà dit que je voulais commencer à me faire plaisir. Je pense que je le mérite. Je travaille beaucoup, Elvis, beaucoup plus que tu ne le crois. Je ne doute pas que tu travailles, j'ai dit calmement. Mais moi aussi je travaille, et je le fais pour que nous ayons tous les deux de la stabilité. On ne peut pas dépenser comme si l'argent était infini. Elle a levé les yeux au ciel, un geste devenu habituel chez elle. C'est ça, ton problème. Toujours à penser au futur, à ce qui pourrait arriver, à ce qu'on devrait économiser. Tu ne penses jamais à moi, à mes désirs, à ce que je veux maintenant. C'est toujours toi. Tes calculs, tes chiffres. Ce ne sont pas mes chiffres, Lydia, j'ai répliqué. Notre vie exige de la responsabilité. Si on ne gère pas les finances, on s'endette. C'est aussi simple que ça. Elle s'est levée d'un coup et est allée dans la chambre sans un mot. Le silence est revenu, encore plus lourd cette fois. Je suis resté assis, m'attendant à ce qu'elle revienne pour continuer, mais ce qui est revenu, ce n'était pas une explication, mais un choc visuel. Elle est ressortie avec une grande valise, déjà fermée, comme si elle l'avait préparée avant même mon retour. « Qu'est-ce que tu fais ?» j'ai demandé, surpris. « Je m'en vais » a-t-elle répondu sans me regarder. « Je ne veux plus rester ici. »« Avec moi. » Non. Dans cette vie tellement limitée. Elle a fait quelques pas vers la porte. Je me suis levé instinctivement. « Et Lydia, tu veux vraiment terminer comme ça ?»
Sans même essayer de réparer les choses? Elle s'est arrêtée. Finalement, elle m'a regardé, mais son expression était froide. Je ne me sens plus bien avec toi, et je pense que tu n'es pas heureux non plus. Tu fais semblant que tout va bien dans notre relation, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes dans une impasse. Tu es têtu, et moi, je suis fatigué de demander des choses simples pour toujours entendre une excuse de ta part pour dire non. J'ai senti un étrange mélange d'incrédulité et de lassitude. Des choses simples, ai-je demandé. Aller au restaurant le plus cher de la ville toutes les semaines, acheter des vêtements sans contrôle, que je paie 80% de nos dépenses pour que tu puisses te faire plaisir. C'est ça, des choses simples pour toi. Elle n'a pas répondu. Elle a baissé le regard une seconde, comme si mes mots l'avaient touchée, même très légèrement. Mais elle a ensuite relevé la tête, réaffirmant sa posture. Si tu ne peux pas me donner la vie que je mérite, ça ne sert à rien de continuer ensemble. Ces dernières paroles ont été les plus proches d'une estocade. Non pas parce qu'elles faisaient mal au sens émotionnel classique, mais parce qu'elles m'ont fait comprendre exactement comment elle voyait notre relation, comme une transaction dans laquelle je devais investir toujours plus pour la garder contente. Je ne voulais pas d'une relation comme ça. Je ne veux pas être le soutien émotionnel, économique et psychologique de quelqu'un qui ne montre aucune réciprocité. Mais malgré tout, la façon dont tout cela se déroulait me semblait beaucoup trop brutale. Il y a quelqu'un d'autre, j'ai demandé. Je l'ai dit sans sous-entendu, j'avais juste besoin de clarté. Elle a froncé les sourcils comme si ma question l'avait offensée. Non. Mais même s'il y en avait un, je ne pense pas que ce soit de tes affaires à ce stade. Cette réponse évasive et sans engagement n'a fait qu'augmenter ma confusion. Lydia, je ne comprends pas ce que tu espères obtenir avec ça, de cette manière. Je veux une meilleure vie, a-t-elle répondu sans détour. Et tu n'es pas prêt à me la donner. Il y a eu un silence, beaucoup de silence. Intense, pesant, presque asphyxiant. Puis elle a repris sa valise, a ouvert la porte et a fait quelques pas. Juste avant de partir, elle s'est retournée. J'espère que cette séparation te fera réfléchir. Peut-être que tu comprendras enfin que parfois, il faut faire plus d'efforts si on veut garder quelqu'un comme moi. Et elle est partie. La porte s'est refermée avec un bruit sec, mais pas assez fort pour être un coup de porte. C'était une sortie délibérée, calculée, comme si elle voulait que j'en ressente l'impact sans le moindre bruit. Je suis resté là debout, à regarder la porte fermée pendant plusieurs secondes. Puis je suis retourné m'asseoir sur le canapé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai juste ressenti quelque chose de difficile à décrire, une sorte de vide inconfortable, un calme contre nature. Je ne sais pas si c'était le choc, la tristesse ou simplement l'épuisement émotionnel, mais le plus curieux, c'est qu'après quelques minutes, ce vide a commencé à se transformer. Ce que j'ai ressenti ensuite, c'était du soulagement. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas une liberté absolue, c'était un soulagement étrange, comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules, un poids dont je n'avais même pas réalisé à quel point il m'enfonçait jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je l'ai d'abord senti dans les épaules, moins tendu, puis dans la poitrine, qui ne me faisait plus aussi mal qu'après nos dernières disputes, et enfin dans la tête, soudain plus légère. C'était comme si mon corps réagissait physiquement à l'absence de conflit, à l'absence d'exigence, à l'absence de quelqu'un qui attendait de moi que je sois un fournisseur constant, sans pause, sans limite, sans considération pour mes propres besoins. Je suis resté assis presque une heure sans bouger, repensant aux derniers mois. Et plus je réfléchissais, plus quelque chose devenait clair, Lydia ne m'a pas quitté parce que notre relation était mauvaise. Lydia m'a quitté parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Elle avait confondu mes limites avec un manque d'amour. Elle avait confondu mes décisions responsables avec de la radinerie. Elle avait confondu mes efforts pour construire un avenir avec elle avec du conformisme. Et quand elle n'a pas pu me façonner à son image, elle a décidé de partir pour m'apprendre quelque chose. Mais la vérité, c'est que la seule chose qu'elle m'ait apprise, c'est à reconnaître mes propres limites et à voir qu'une relation comme celle-ci n'était pas viable. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Je ne sais pas si elle tentera de me contacter ou si elle gardera ses distances. Je ne sais pas si elle a fait ça sur un coup de tête ou si elle croit vraiment mériter une vie différente avec quelqu'un prêt à dépenser sans réfléchir. Pour l'instant, je ne sais qu'une chose, je respire mieux depuis qu'elle est partie. Littéralement. Je suis triste parce que je ne voulais pas en arriver là, mais je suis plus en paix que je ne l'ai été à aucun moment ces dernières semaines. Mise à jour finale.
Quelques jours se sont écoulés depuis que Lydia a rompu avec moi ainsi, sans avertissement, sans vraie discussion, sans le moindre effort de compréhension. Je garde encore très présent le souvenir de cet après-midi où je suis rentré du travail. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir, imaginant qu'il s'agissait peut-être du travail, mais non. C'était elle. Sa première phrase fut « Et toi, tu attends quoi ?» Sans salutation, sans contexte. Juste une exigence. À attendre quoi, ai-je demandé, sincèrement déconcerté. Ben, pour t'excuser et venir me chercher. Tu ne vas pas te battre pour moi? On dirait que je ne compte plus pour toi. Ce moment m'a tout révélé. Lydia ne voulait pas revenir parce qu'elle me manquait ou parce qu'elle avait réfléchi. Elle revenait parce qu'elle s'attendait à ce que je joue le rôle qu'elle avait imaginé pour moi, l'homme désespéré de la récupérer, prêt à supplier. Et comme je n'avais pas suivi ce scénario, elle en était maintenant offensée. J'ai répondu calmement. Non, Lydia, je ne vais pas me battre pour toi, et tu ne comptes déjà plus pour moi. Tu as décidé de tout arrêter. C'était ce qu'il y avait de mieux pour nous deux. Au revoir. Et j'ai raccroché. Je n'ai pas crié, je n'ai rien dit d'ironique. Je n'ai pas réagi sous le coup de l'impulsion. J'ai simplement dit la vérité. Et raccrocher m'a donné une paix si profonde que je suis resté plusieurs secondes à regarder le téléphone comme si je ne parvenais pas à réaliser ce que je venais de faire. C'était la première fois depuis longtemps que je prenais une position aussi claire avec elle. Mais le plus surprenant fut ce qui arriva cette même après-midi. Quelqu'un a frappé violemment à la porte et, quand je l'ai entr'ouverte, Lydia était là, les cheveux en bataille, les yeux gonflés, la respiration saccadée. Même ainsi, elle essayait de conserver cette attitude de supériorité qu'elle utilisait pour manipuler. « Tu es tellement orgueilleux, dit-elle en m'apercevant. Un simple « je suis désolé » aurait suffi, mais d'accord, je vais t'aider. Je reviens avec toi, mais à certaines conditions. Je l'ai regardé quelques secondes. La personne que j'avais en face de moi était la même qui, quelques jours plus tôt, avait rompu avec une telle froideur. J'ai répondu sans hausser la voix. Non, je ne veux pas que tu reviennes. J'apprécie ma nouvelle paix. Cette phrase tomba comme un seau d'eau glacée. Je l'ai vue. Ses yeux se sont remplis de larmes instantanément. Ce qui la blessait, ce n'était pas de me perdre. C'était que je ne sois pas en train de supplier. Ça suffit, Elvis, arrête de jouer, dit-elle, comme si ma réaction était un caprice d'enfant. Je ne joue pas, répondis-je. Je ne te veux plus. Tu ne me causais que du stress. Je travaille sur un projet, et je ne veux pas perdre de temps. S'il te plaît, va-t'en. Elle a essayé de pousser la porte pour entrer, mais je l'ai maintenue fermement, sans violence, sans cri, sans agressivité. Je ne l'ai tout simplement pas laissé passer. À cet instant, elle a craqué. Ses épaules se sont affaissées. Son expression est passée de la colère à une tristesse que je ne lui avais jamais vue auparavant. Elle m'a regardé comme si elle venait de comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, je n'étais plus disposé à être son bouée de sauvetage émotionnel. Sans ajouter un mot, elle s'est couvert la bouche, a éclaté en sanglots et a dévalé les escaliers en courant. J'ai entendu l'écho de ses pas s'éloigner et, même si un instant j'ai ressenti l'envie de la suivre, quelque chose en moi m'a retenu. Je savais que si je courais après elle, tout redeviendrait comme avant. Les jours suivants furent un déluge de messages, de photos et de mets. Dès le lendemain matin, elle a commencé à m'envoyer des photos de nous, nos voyages, nos anniversaires, nos sorties, nos selfies. Avec chaque photo, elle écrivait des phrases comme « Je me souviens quand tu m'aimais, tu vas vraiment jeter toutes ces années de relation, tu vas vraiment me laisser comme ça ?» Je n'ai répondu qu'une fois. « Lydia, c'est toi qui as rompu avec moi. Je ne veux plus rien. Tu dois respecter ma décision. » Sa réponse fut un mélange de victimisation et de colère. Ne dis pas que c'était ma décision. Tu m'y as poussé. Moi, je veux vraiment réparer les choses. Dis-moi juste quoi faire. J'ai dit non, je lui ai demandé d'arrêter de m'écrire, et comme elle n'a pas arrêté, j'ai dû la bloquer. Cela ne l'a pas arrêtée. Elle a commencé à m'appeler depuis des numéros que je ne connaissais pas. Au 5e appel, j'ai répondu, pensant que c'était le travail. C'était elle, en larmes. Ne me bloque pas, s'il te plaît. Parle-moi. Je ne veux pas être seul. J'ai besoin de toi.
Cette phrase a confirmé ce que je ressentais depuis des jours, Lydia ne me recherchait pas par amour, mais par peur. Elle ne supportait pas d'être seule, elle n'acceptait pas de ne pas avoir le contrôle. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Les appels ont continué pendant des jours. Des messages de nouveaux numéros. Des emails directs vers le dossier spam. Des messages vocaux pleins de larmes, d'autres pleines de reproches, d'autres encore qui essayaient d'avoir l'air calme. Jusqu'à des messages comme « Je sais que tu lis ça, réponds-moi ». Mais il n'y avait plus rien à répondre. Chacune de ces tentatives ne faisait que renforcer cette idée, notre relation avait été un piège émotionnel que j'avais normalisé pendant trop longtemps. Et maintenant, en voyant les choses de l'extérieur, je n'arrivais pas à croire tout ce que j'avais toléré. Au fil des jours, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas éprouvé avec elle depuis longtemps, la tranquillité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments de nostalgie. Bien sûr qu'il y en a. Rompre une relation, même malsaine, laisse un vide, mais c'est un vide qui ne fait pas mal. Un espace qui semble respirable, comme lorsqu'on enlève un meuble trop lourd d'une pièce et qu'on peut enfin marcher sans trébucher. Ce qui me surprend le plus, c'est de réaliser que Lydia n'est pas amoureuse de moi, elle est amoureuse du rôle que je jouais. De l'homme qui la soutenait quand elle ne pouvait pas gérer sa propre vie, celui qui cédait toujours, qui donnait plus, qui la faisait se sentir importante quand elle ne se sentait pas assez. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Et moi, je me perdais au milieu de ça sans même m'en rendre compte. Je sais que ça semble dur, mais la vérité, c'est que je ne veux plus revivre cette histoire. Je ne veux plus marcher sur des œufs. Je ne veux plus mesurer mes mots pour éviter des disputes sans queue ni tête. Je ne veux plus être responsable de sa stabilité émotionnelle. Et même si continuer à bloquer des numéros et des emails peut paraître inconfortable, je reste ferme sur une chose, je ne reviendrai pas. Je ne regrette pas ce que nous étions, Lydia et moi. Je regrette seulement l'idée de ce que j'ai cru que nous étions. Aujourd'hui, je récupère ma vie, mes projets et ma tranquillité. J'ai encore beaucoup à digérer, mais je sais que le pire est passé. Et je sais que Lydia va continuer d'essayer de me joindre jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter la réalité, mais moi, je ne suis déjà plus là. Je ne ressens plus cette envie de la sauver, ni de justifier son comportement, ni de croire qu'avec le temps, elle va s'améliorer. Ce n'est pas ma responsabilité de guérir quelque chose qu'elle ne veut pas reconnaître elle-même. Parfois, perdre quelqu'un est la seule manière de se retrouver soi-même. Et aussi dur que cela puisse paraître, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Commentaire Monsieur Reddit. Alors les amis, résumons l'absurdité de cette histoire pour ceux qui n'ont pas encore compris la morale. Quand votre relation ressemble plus à un prêt à taux variable qu'à un partenariat, et que votre ex utilise le chantage émotionnel comme technique de négociation préférée. Félicitations, vous ne venez pas de perdre une copine. Vous venez de solder une dette toxique. Et le plus beau dans tout ça? C'est elle qui a annulé la carte. Prenez soin de vos limites, parce que visiblement, certaines personnes les considèrent comme une invitation à débiter.